Alors, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 3 de la série 4, dans laquelle on nous donne un endomorphisme de R3 défini par sa matrice dans la base canonique E1, E2, E3 par donc A égale, je lis des colonnes, 1, 3, 1, 2, 2, moins 2, moins 1, 1, 3. Alors, on nous demande de déterminer le noyau, si l'endomorphisme est injectif ou surjectif, et après on fait un changement de base. Dans la deuxième question, donc on va faire un changement de base avec le calcul de matrice, etc. Donc avant de commencer l'exercice, je rappelle que si petit f est une application linéaire d'un espace vectoriel E muni d'une base B vers un espace vectoriel F muni d'une base C, alors, quand on écrit f de E égale V, bien sûr, E étant dans E et V c'est dans F, ça équivaut à l'écriture matricielle à X égale Y, où donc A, c'est la matrice de F dans les bases B et C. Grand X, c'est la matrice colonne des coordonnées de E dans la base B. Et grand Y, c'est la matrice colonne des coordonnées de V dans la base C. Donc, écrire f de E égale V, c'est la même chose qu'écrire en X égale Y. Donc, je commence la première question, me demande de déterminer le noyau de F avec F donné donc par la matrice A. Alors, j'écrirai que soit E égale X, Y, Z, un élément de R3. Alors, la définition E appartient car F équivaut à F de E égale 0, de R3 bien sûr. Et donc, je passe à l'écriture matricielle. J'écris la matrice A, 1, 3, 1, 2, 2, moins 2, moins 1, 1, 3, que je multiplie par la matrice colonne X, Y, Z, c'est les coordonnées de E dans R3, dans la base P, égale 0, 0, 0. Alors ça équivaut donc au système linéaire homogène obtenu donc en multipliant A par X. Et donc la multiplication matricielle, on sait que ça se fait ligne par colonne. Donc c'est 1 fois X, je lis la première ligne de A multipliée par la colonne de E. Donc 1 fois X plus 2 fois Y moins 1 fois Z égale 0. Ensuite 3 fois X plus 2 fois Y plus 1 fois Z égale 0. Et la troisième ligne, c'est 1 fois X moins 2 fois Y plus 3 fois Z égale 0. Donc un système qu'on peut résoudre par la méthode des pivots de Gauss. Donc j'ai un pivot, c'est le coefficient de X à la première ligne. Donc je vais éliminer les X dans la deuxième et la troisième ligne par les opérations sur les lignes, les opérations élémentaires. Donc je reprends la première ligne. Et à la deuxième ligne, je ferai donc L2 moins 3L1 pour vous débarrasser des 3X. Ça me donne moins 4Y plus 4Z égale 0. Et à la troisième ligne, je ferai L3 moins L1. Et ça me donne encore moins 4Y plus 4Z égale 0. Je continue, donc j'ai un pivot qui est le moins 4 du Y dans la deuxième équation. Je réécris la première, je réécris la deuxième. Et à la troisième, je fais L3 moins L2. Et ça me donne 0 égale 0. Donc, je remonte mon système. À la deuxième équation, j'obtiens Y égale Z. Et je remonte après pour trouver que X est égal à moins Z. Ça veut dire que Z, c'est mon paramètre. Et donc, ça équivaut à U égale moins Z, 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 c'est-à-dire Z fois moins 1, 1, 1. Et donc, ça veut dire que le noyau, car F, c'est le sous-espace vectoriel engendré par le vecteur E1, c'est vecteur E1, avec E1 égale moins 1, 1, 1. Alors, on nous demande si F est injective. On vient de voir que car F n'est pas réduit à 0, il contient au moins un vecteur non nul qui est E1, ça veut dire que F n'est pas injective. D'après le théorème, F injective équivaut à car F égale 0. Alors, comme F est un endomorphisme d'espace vectoriel de dimension finie, donc ça va de R3 dans R3, on sait qu'il y a équivalence entre un F injective, F surjective et F bijective. Donc là, j'ai F qui n'est pas injective, ça veut dire que F n'est pas surjective non plus.
Alors, à la deuxième question, donc, on fait un changement de base. On pose E'1 égale E1 plus E2 moins E3. E'2 égale moins E1 plus E2 plus 3E3. Et E'3 égale moins E1 plus E2 plus E3. On nous demande de montrer que B' est une base de R3. Alors, on a le choix, hein. On a cardinal de B', c'est 3, qui est la dimension de R3. Donc, il suffit de montrer que B' est libre. On sait que base, c'est libre et génératrice. Là, on a le cardinal qui est égal à la dimension, donc il suffit de montrer que B' est libre. Alors, pour montrer que B' est libre, soit on prend une combinaison linéaire des vecteurs E'1, E'2, E'3 égale 0 et on montre que tous les coefficients sont nuls, soit on calcule le rang des vecteurs de B'. Donc, moi, je choisis de faire avec le rang. Donc, ça me permet de trouver la dimension aussi. Donc, le rang de B', c'est le rang de, j'écris donc à la première ligne E'1 avec ses coefficients. C'est 1, 1, moins 1, parce que E'1, c'est 1E1 plus 1E2 moins 1E3. Deuxième ligne, j'écris E'2 égale moins 1, 1, 3, parce que c'est moins E1, moins 1E1, plus 1E2, plus 3E3. Et E'3, c'est moins 1E1, plus 1E2, plus 1E3. Donc, le rang de B', c'est le rang de cette matrice écrite comme ça. Donc, je vais le faire encore par la méthode des pivots de Gauss. J'ai un premier pivot qui est le 1 à la première ligne et je vais me débarrasser du moins 1 et du moins 1 de la deuxième ligne par des opérations élémentaires sur les lignes. Donc, je réécris E'1, 1, 1, 1, 1, 1, moins 1. À la deuxième ligne, je fais E'2 plus E'1, j'obtiens 0, 2 et 2. Et à la troisième ligne, je fais E'3 plus E'1 toujours, et j'obtiens 0, 2, 0. Alors ici, je peux déjà voir le rang, je peux voir que c'est 3 si j'intervertis les deux colonnes, les deux dernières colonnes. Je vais avoir une matrice triangulaire avec aucun zéro sur la diagonale. Et bon, si on ne le voit pas comme ça, si on ne veut pas vraiment changer les colonnes, on garde, on fait encore une autre opération, donc c'est égal au rang de. Alors, première ligne, je garde E'1, c'est 1, 1, moins 1. Deuxième ligne, je garde E'2 plus E'1, c'est 0, 2, 2. Et à la troisième ligne, pour me débarrasser du 2 sous le 2 de la deuxième ligne, deuxième colonne, je fais L3 moins L2. Et j'obtiens donc E'3 moins E'2. Et ça donne 0, 0, moins 2. Alors, je vois que ma matrice est triangulaire avec 3 lignes non nulles. Donc, j'ai 3 pivots non nuls. Ça veut dire que le rang de B', c'est 3, qui est le cardinal de B'. Ça veut dire que B' est libre. On sait que si le rang d'une famille est égal à son cardinal, la famille est libre. Et puisque j'ai en plus le cardinal de B', c'est la dimension de l'espace, donc elle libre, ça veut dire que c'est une base de R3. Alors, question suivante, on me demande de déterminer A', la matrice de F, dans la base B'. Alors, je rappelle la définition de la matrice d'une application dans une base. Elle est formée par les colonnes de la matrice sont formées par les coordonnées des images des vecteurs de la base dans la base d'arrivée. Donc, je dois calculer l'image de E'1, l'image de E'2 et l'image de E'3 dans la base E'1, E'2, E'3 pour obtenir la matrice de F dans la base B'. Donc, je calcule F de E'1. Alors, je vais le calculer par l'écriture matricielle. Donc, c'est la matrice pour F, j'écris la matrice A, parce que je travaille dans la base B maintenant. Je ne suis pas dans B', je calcule F de E'1, je suis dans la base B, parce que je n'ai pas encore la matrice A'. Donc, j'écris la matrice A,
et j'écris les coordonnées de E'1 et je calcule ligne par colonne. Donc première ligne, première colonne, ça fait 1 fois 1 plus 2 fois 1 plus moins 1 fois moins 1, ça me donne un 4. Deuxième ligne, il n'y a qu'une seule colonne. Ça fait 3 fois 1 plus 2 fois 1 plus 1 fois moins 1 et ça me donne encore un 4. Troisième ligne et la colonne, ça fait 1 fois 1 plus moins 2 fois 1 plus 3 fois moins 1 et ça me donne un moins 4. Donc je peux mettre un 4 en facteur. Ça fait 4 facteurs de 1, 1 moins 1. Et donc je reconnais donc que f de E'1, c'est 4E'1. Alors de la même manière, je calcule f de E'2. J'écris donc la matrice 1, 3, 1, 2, 2, moins 2, moins 1, 1, 3, multiplié par les coordonnées de E'2 en colonne, c'est moins 1, 1, 3. Je multiplie ligne par colonne, je trouve 2E'2. Et de même, f de E'3, je calcule avec la matrice A. E'3, c'est d'ailleurs le vecteur qu'on avait trouvé comme vecteur de base du noyau. Donc je trouve que f de E'3, c'est 0. Donc la matrice A', vous voyez que j'ai mis en dehors de la matrice en haut, j'ai écrit f de E'1, f de E'2, f de E'3. Et sur la droite, j'ai écrit E'1, E'2, E'3. Ça veut dire que je lis f de E'1 égale 4E'1 pour la première colonne, plus 0E'2, plus 0E'3. La deuxième colonne, je lis f de E'2 égale 0E'1, plus 2E'2, plus 0E'3. Et à la troisième colonne, je lis f de E'3 égale 0E'1, plus 0E'2, plus 0E'3. Alors, question suivante, on me demande de donner la matrice de passage de la base B à la base B'. Alors, la matrice de passage de B à B', elle a ses colonnes composées des coordonnées des vecteurs de B' dans la base B. Donc là, j'ai écrit P pour matrice de passage. Et en dehors de la matrice en haut, j'ai écrit E'1, E'2, E'3. Et à droite, j'ai écrit E1, E2, E3. Ça veut dire que je lis les colonnes. E'1, ça fait 1E1 plus 1E2 moins 1E3. E'2, c'est moins 1E1 plus 1E2 plus 3E3. Et E'3, c'est moins 1E1 plus 1E2 plus 1E3. Donc une matrice, prenez l'habitude d'écrire les matrices par colonne. Parce que ce soit pour la matrice de passage ou pour la matrice d'une application linéaire, ce sont les colonnes dont on parle. Donc, question petit c, on nous demande, plutôt petit d maintenant, on nous demande de calculer a à la puissance n pour n dans n étoiles. Alors, le calcul matriciel ne se fait pas n'importe comment. Donc, a à la puissance n, ça ne veut pas dire que je vais prendre les éléments de a et les élever à la puissance n. Ça ne marche que pour les matrices diagonales. Si j'ai une matrice diagonale, je peux facilement la mettre à la puissance n, l'élever à la puissance n, en élevant tout simplement les éléments diagonaux. Parce qu'ailleurs, il y a des zéros, et ça, on peut le vérifier facilement sur une matrice diagonale carré quelconque. Vous écrivez lambda 1, lambda 2, lambda n pour la diagonale. On parle de la diagonale principale. Vous élevez au carré, vous allez avoir lambda 1 au carré, lambda 2 au carré, lambda n au carré, puisque les zéros vont tuer les autres éléments. Donc, j'aurai que des puissances sur la diagonale. Donc, A'N, on sait calculer, c'est facile, c'est 4 à la puissance n, 2 à la puissance n, 0 sur la diagonale et des 0 ailleurs, puisque A' est une matrice diagonale. Mais pour calculer An, il faut passer donc par la formule de changement de base. On sait que
Si A' est la matrice dans la nouvelle base et P est la matrice de l'ancienne à la nouvelle, on a la formule A' égale P moins 1 AP. Et donc, on a aussi, dans l'autre sens, mais puisque la multiplication matricielle n'est pas commutative, hein. Elle est associative, mais pas commutative. Donc, en multipliant à gauche par P pour enlever le P-1, et à droite par P-1 pour enlever le P, j'obtiens A égale P A' P-1, puisque P fois P-1, c'est la matrice unité I3, qui est un élément neutre de la multiplication. Donc, j'ai A qui est P A' P-1, donc à apprendre ces deux formules, vous en apprenez une, vous en déduisez l'autre. Alors, si j'élève au carré ce A, j'obtiens donc P A' P-1 fois P A' P-1. Parce que le produit n'est pas commutatif, je le rappelle. Donc, il est associatif, ça veut dire que je peux enlever les parenthèses. J'obtiens donc P A' P-1 fois P fois A' fois P-1. Alors, P-1 fois P qui est au milieu, c'est I3. Et I3, c'est l'élément neutre de la multiplication matricielle. Donc, j'obtiens P A' I3 A' P-1. Le I3, je l'enlève, puisque c'est comme un 1 pour 1 fois 2, ça fait 2. Donc, j'obtiens P A' P-1, c'est-à-dire P A' au carré fois P-1. Et donc, par récurrence, on peut l'appliquer, la récurrence, j'obtiens facilement A à la puissance n, c'est P fois A' à la puissance n fois P-1. Donc, il nous reste à calculer P-1. Parce qu'on nous demande de calculer AN, la question elle est très courte, mais la réponse est assez longue. Alors, pour calculer P-1, j'ai une matrice de passage, je sais qu'elle est inversible. Je peux la calculer par la méthode de Gauss-Jordan qu'on avait vue dans les deux premiers exercices, dans le deuxième exercice, voilà. On peut la calculer donc par la méthode de Gauss-Jordan, ou bien, si on sait que P-1, ce n'est que la matrice de passage inverse, c'est-à-dire de B' à B. Et nous, on sait que P, c'est la matrice de passage de B à B'. Donc, on a exprimé E'1, E'2, E'3, donc E1, E2, E3 pour écrire P. Et donc, pour écrire P-1, on va exprimer E1, E2, E3 en fonction de E'1, E'2, E'3. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On réécrit les expressions de E'1, E'2, E'3. C'est comme un petit système d'équations linéaires avec les inconnus, c'est E1, E2, E3. Donc, j'écris E'1, donc là, je lis de droite à gauche. On sait que E'1, c'est E1 plus E2 moins E3. Donc là, je l'ai écrit dans l'autre sens. C'est E1 plus E2 moins E3 égale E'1. E'2, la même chose. J'écris moins E1 plus E2 plus 3 E3 égale E'2. Et moins E1 plus E2 plus E3 égale E'3. Alors, mon but, donc, c'est exprimer E1, E2, E3 en fonction de E'1, E'2, E'3. C'est comme si je rappelle que E1, E2, E3, ce sont mes inconnus. Donc, j'ai un pivot dans la première équation comme coefficient de E1, et donc j'élimine E1 dans la deuxième et la troisième équation par les combinaisons, les éléments, des opérations élémentaires. Donc, je garde la première équation, E1 plus E2 moins E3 égale E'1. À la deuxième ligne, je fais L2 plus L1 pour faire sauter le moins E1. J'obtiens 2E2 plus 2E3 égale E'2 plus E'1. Et à la troisième ligne, je fais L3 plus L1. J'obtiens 2E2 égale E'3 plus E'1. Là, mon système, si j'échange le E2 et le E3 de place, je vois que c'est un système échelonné. Donc, je peux trouver l'expression de E2 à partir de la troisième équation. C'est 1 demi de E'1 plus 1 demi de E'3.
je mets les E'1, E'2, E'3 à leur place dans l'ordre. Et je remonte à la deuxième équation, j'obtiens E3, que j'écris à la troisième ligne. Donc, avec tous les calculs faits, ça fait 1 demi de E'2 moins 1 demi de E'3. Et après, je remonte à E1 et j'obtiens 1 demi de E'1 plus 1 demi de E'2 moins E'3. Ça veut dire que P-1, la matrice inverse de la matrice de passage, ou bien c'est la matrice de passage de B' à B. Donc j'ai dit, ce sont les coordonnées, les colonnes, ce sont les coordonnées de E1 et de E3 dans la base E'1, E'2, E'3. Donc j'ai E1 qui est égal, je lis la première colonne, 1 demi de E'1 plus 1 demi de E'2 moins 1 E'3. E2 à la deuxième colonne, c'est 1 demi de E'1 plus 0 E'2 plus 1 demi de E'3. Et E3 à la troisième colonne, c'est 0 E'1 plus 1 demi de E'2 plus moins 1 demi de E'3. Alors maintenant que j'ai le P-1, j'ai le P, j'ai le A', je peux calculer A à la puissance N. Alors, A à la puissance N, donc d'après la formule de récurrence qu'on a vue, à N égale P, A', P-1. Alors, P, c'est moins 1, 1, moins 1. Je lis toujours les colonnes. Moins 1, 1, 3, moins 1, 1, 1. A' à la puissance N, c'est 4 à la puissance N, 0, 0. 0, 2 puissance N, 0, 0, 0, 0. Et P-1, 1 demi, moins 1, 1 demi, 0, 1 demi, 0, 1 demi, moins 1 demi. Bon, là, on multiplie comme on veut. Donc, moi, j'ai choisi de multiplier la première par la deuxième et de garder la troisième à l'étape suivante. Donc, la multiplication, c'est ligne par colonne en additionnant donc les produits. Donc, pour la première ligne, première colonne, je multiplie la première ligne de la première matrice par la première colonne de la deuxième matrice. C'est-à-dire 1 fois 4 à la puissance n, qui fait 4 à la puissance n, moins 1 fois 0, et moins 1 fois 0, ça fait 4 à la puissance n. Deuxième ligne, première colonne, j'ai 1 fois 4 à la puissance n, plus 1 fois 0, plus 1 fois 0, j'obtiens 4 à la puissance n. Troisième ligne, première colonne, moins 1 fois 4 à la puissance n, ça fait moins 4 à la puissance n. Et 3 fois 0 et 1 fois 0, donc j'obtiens moins 4 à la puissance n. Je passe à la deuxième colonne de ce produit. Donc, je multiplie la première ligne par la deuxième colonne, ça fait 1 fois 0, plus moins 1 fois 2 puissance n, plus moins 1 fois 0, ça fait moins 2 à la puissance n. Deuxième ligne fois deuxième colonne, 1 fois 0, plus 1 fois 2 puissance n, plus 1 fois 0, ça fait 2 puissance n. Troisième ligne, deuxième colonne, ça fait moins 1 fois 0, plus 3 fois 2 à la puissance n, que j'écris 3 point 2 puissance n, plus 1 fois 0, donc ça fait 3 fois 2 à la puissance n. Et donc la troisième colonne du produit, c'est la première ligne fois troisième colonne, c'est 0, deuxième ligne fois troisième colonne, 0, et troisième ligne fois troisième colonne, 0. Et je reporte P-1 à côté. Et donc là, pour des calculs plus simples, je vous fais remarquer que 4 à la puissance n, c'est 2 à la puissance 2n. Et donc, parce que je vois des demi dans la matrice P-1, donc il serait plus simple de pouvoir simplifier des 2 puissance n par des demi. Donc, alors, à la première ligne, première colonne, je multiplie 4 à la puissance n par 1 demi. Ça fait 2 à la puissance 2n moins 1. Donc ça fait 2 puissance 2n moins 1. Parce que 1 demi, c'est 2 puissance moins 1. Moins 2 puissance n fois 0, c'est 0. Et 0 fois 1 demi, ça fait 0. Ligne par colonne. Qu'est-ce que je raconte? Oui, donc 4 à la puissance n fois 1 demi, oui, ça fait 2 à la puissance 2n moins 1, moins 2 à la puissance n fois 1 demi,
ça fait moins 2 à la puissance n moins 1. Et 0 fois moins 1. Voilà, donc à première ligne, première colonne, ça fait 2 puissance 2n moins 1, moins 2 puissance n moins 1. Et je continue, donc comme je l'ai fait, j'obtiens donc cette matrice assez grosse, avec des puissances de 2. Et je vois donc que chaque terme de la matrice, chaque élément de la matrice, a un 2 à la puissance n-1 que je peux sortir en facteur. Je peux mettre en facteur, n'est-ce pas? Parce que 2 à la puissance 2n-1, c'est 2 à la puissance n-1 fois 2 à la puissance n. Donc, je mets 2 à la puissance n-1, facteur 2. Donc, la matrice 2 à la puissance n-1. Attention à l'écriture. Hein. Je lis la première colonne. 2 à la puissance n plus 1 et moins 2 à la puissance n plus 3. Deuxième colonne. 2 à la puissance n, 2 à la puissance n, moins 2 à la puissance n. Troisième colonne. Moins 1, 1 et 3. Bon, on n'est pas obligé de mettre cette dernière étape, mais je vous la mets quand même pour vous faire remarquer toutes ces histoires de puissance et le fait qu'on peut sortir toujours un facteur dans la matrice. Voilà.